déteste l'esprit de sérieux. Oui. J'essaye de renouer avec une pensée, j'essaye de philosopher avec les élèves, de travailler dans la joie. Il y a quelque chose qui demeure une incompréhension pour moi, je ne comprends pas pourquoi, pour être profond, il faudrait avoir l'air grave et sérieux. J'essaye d'être dans une espèce de renouer avec cette pensée heureuse, le docérer, être placéré. On peut à la fois enseigner, mais en même temps plaire, de renouer avec une pensée positive du divertissement. On utilise des médiations, la pop philosophie pour moi c'est une médiation grâce à laquelle ensuite ils vont vers les livres eux-mêmes. La semaine dernière il y avait une réunion parents-prof, il y a un père qui m'a dit je vous dois la plus grande stupeur de toute mon existence. J'ai retrouvé mon fils en train de lire Épictète un soir et je n'avais jamais vu un livre dans ses mains et je le surprends en train de lire le manuel d'Épictète. Donc ça marche en fait quand on va les chercher sur leur terrain. Quelle est l'importance de la philosophie dans une vie d'adulte? Vaste question. On va pas y répondre en 2 minutes. Non, c'est bien parce que du coup, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais c'était un lien excellent pour le livre sur Disney. Oui. Puisque le titre que j'ai donné, Vécure philosophe et fier beaucoup d'heureux, et ce titre-là, c'était pas le premier titre, et d'ailleurs, il me semble en avoir discuté avec quelques élèves qui sont là dans la salle, c'était pas le premier titre que j'avais donné à ce livre, et puis finalement j'ai choisi ça, qui à la fois témoigne de ma démarche, puisque vous avez vu que je joue sur il vécure heureux et fier beaucoup d'enfants, que je déplace. Donc c'est vraiment cette démarche de pas de côté que j'essaye de faire par rapport aux objets de la culture populaire. À chaque fois, je fais un petit pas de côté, en fait. On les regarde différemment. Donc il y a ça. Mais il y a aussi, je crois, j'essaye de montrer la conception que je me fais de la philosophie, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais dans la tradition dans laquelle je m'inscris, d'une philosophie qui aide à vivre pour soi, une philosophie comme thérapeutique. C'était sa vocation dans l'Antiquité. Et par ailleurs, troisième dimension du titre, je pense qu'il y a une contagion du bonheur. Ça m'est propre, mais quand on va bien, ça rayonne autour de soi. Parler de Disney et parler de la philosophie chez Disney dans un objet aussi petit, ça semble surprenant, et pourtant c'est un objet d'une densité vraiment phénoménale. À chaque page, on apprend des choses, on découvre des choses, et à chaque page aussi, on sourit, parce que Disney, lui aussi, c'est le divertissement d'abord. Et donc à chaque page on est diverti et en même temps on va en profondeur. Mais alors, comme dans tes précédents bouquins, mais encore plus peut-être, dans celui-là tu as vraiment essayé, me semble-t-il, de faire des passerelles très précises, ou assez précises en tout cas, entre un film, un univers et un type de philosophie. Alors, il y a des philosophies très différentes. Donc finalement, il n'y a pas de philosophie de Disney. Disney aborde aussi diverses philosophies. Il y a un thème sur désir et bonheur, où on va parler de la Reine des Neiges, d'Aladin, du livre de la jungle, de la petite sirène. Je consacre une section aux méchants, ça m'a fait rire. Une autre section à la réalité et à la fiction. En fait, quand tu dis qu'il n'y a pas de philosophie Disney, il y a quand même un univers conceptuel, et cet univers conceptuel, donc côté désir-bonheur, je pensais que côté méchanceté, côté réalité-fiction, une réflexion sur la nature, le vivant et l'humain, une réflexion sur la machine, les jouets et l'esprit, et enfin sur la conscience, l'identité et la liberté. J'ai parcouru des dessins animés depuis les plus anciens jusqu'aux plus récents, des Pixar, ce qu'on appelle des Pixar, mais maintenant Disney a racheté Pixar, donc c'est des Disney Pixar, quoi. Et donc on balaye, et il y en a, et j'ai écrit le livre vraiment, mais dans la joie totale, en écoutant les chansons des Disney. Oui, alors justement, il y en a une qui nous a tous marqués. Est-ce que c'est celle de Balou dans le livre de la jungle? Alors, est-ce que c'est Rudyard Kipling? Est-ce que c'est Disney? Est-ce que c'est la philosophie? Il en faut peu pour être heureux. Est-ce que c'est vraiment une philo, ça? Après ça, et laquelle? Mais je ne sais pas si tu te rappelles de la scène où justement Mowgli rencontre cet ours mal léché, et Bagheera arrive et elle est vraiment accablée de voir Mowgli avec Balou, et que c'est pas possible. Et là, Balou devient prof de philo, et quel bon prof, puisqu'en peu de mots, il lui apprend rien moins que la lettre à Ménécée, des piqûres. Il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous procure la nature, voilà. Bon. Et bien ça c'est Épicure. Alors on est peut-être tous épicuriens sans le savoir, à savoir que dans la lettre à Ménécée, Épicure a pour finalité de nous donner les moyens d'être heureux, de nous délivrer des troubles qui nous agitent, l'âme et le corps,
Un de ces troubles est la mauvaise conduite que nous menons pour nos désirs. Nous désirons de manière folle, nous désirons des objets qui ne pourront jamais nous satisfaire. Par exemple, je ne sais pas, désirer la gloire ou désirer la richesse, ce sont ce que Épicure appelle des désirs vains, parce que ça n'a jamais de terme, ce type de désir. Donc on n'est jamais satisfait. Et Épicure nous dit qu'il faut réformer ces désirs en sorte de désirer des désirs naturels, satiables. Et si on apprend à désirer de manière bornée, on pourra atteindre un état de plénitude qui nous mettra en situation de connaître l'ataraxie.